Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV. Nous sommes le lundi 15 mars et ce soir nous évoquerons bien sûr le vaccin AstraZeneca retiré du marché pendant 24 heures en attendant que l'Europe se décide. D'ailleurs, les pompiers de Marseille ont arrêté d'utiliser ce vaccin après une suspicion d'arrêt cardiaque. Nous en parlerons largement dans ce Grand Direct. Occupation de théâtre, ce sera le deuxième titre ce soir. À Marseille, à Nice, les intermittents et précaires vont occuper les lieux au moins jusqu'à la fin mars. Ils demandent le retrait de la réforme de l'assurance chômage et des perspectives aussi pour la réouverture des lieux de culture. Et puis, mission Groenland. Nous embarquerons avec des Varois qui ont bien l'intention de rallier le Groenland en bateau. Ils nous expliqueront tout ça. Évidemment, cette mission a une portée écologique que nous vous présenterons. Voilà pour le sommaire de ce Grand Direct. Sachez que nous reviendrons aussi sur l'histoire de ce chiot brûlé à Marseille et récupéré par la SPA. Un suspect a été interpellé. Vous le voyez sur ces images. Hibou, c'est le nom de ce petit chien. Nous serons avec Xavier Bonnard, le président de la SPA Marseille, qui nous racontera tout. Il y a une cagnotte d'ailleurs qui est en ligne pour soutenir les soins de l'animal. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Alors, c'est un petit peu l'annonce inattendue du jour, hein, le vaccin AstraZeneca qui est retiré du marché pendant 24 heures. Je vous propose de regarder un premier reportage à l'Orange Vélodrome à Marseille, où on vaccine depuis ce matin. L'ouverture du centre était un événement. Et au moment où Yentel Criado tourne ce sujet, il y a cette histoire de pompiers qui auraient fait un malaise cardiaque, peut-être après avoir été vaccinés par un vaccin AstraZeneca. Je vous propose de regarder ce sujet donc, de Yentel Criado, puis on en parle ensuite. La pelouse est vide, mais il y a de l'action au Vélodrome. L'image est plutôt rare. Un stade rendu utile puisqu'il a été transformé en vaccinodrome depuis ce lundi matin. Et dès 9h, la file d'attente grandissait. Les Marseillais attendaient de se faire vacciner contre la Covid-19, un symbole fort pour les habitants et les équipes médicales. C'est tout un symbole de vacciner au Vélodrome. C'est le phare de Marseille. Et y être à l'intérieur, c'est pour inciter tous les Marseillais à venir se faire vacciner. Et on est ravis d'y participer. Ça me fait plaisir de revoir le Vélodrome. Dommage qu'il n'y ait pas de public, c'est tout. C'est le 3e centre de vaccination ouvert par la ville de Marseille. Ça s'arrête ici et ça va jusque-là. Donc là, tu en as 8, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'augmenter la capacité vaccinale dès qu'on a les vaccins. Pour l'heure, 4 lignes vaccinales sont mises en place. Pour ces 2 premiers jours, ce sont donc 500 personnes qui se feront vacciner ici. Un nombre qui devrait rapidement augmenter dans les semaines à venir. On a tablé actuellement ici et le centre a été organisé de façon à pouvoir administrer plus de 2000 vaccins par jour. Donc lorsqu'on montera à 2000, normalement, alors après on ne pourra plus aller, à moins de pousser les murs, je veux dire, on ne pourra plus aller plus au-dessus, et à ce moment-là, on tournera presque à 14 chaînes vaccinales. Vous avez une salle d'attente, il y a des pompiers qui vous attendent, ils vont vous surveiller. Merci. D'accord ? Je vous en prie, Merci, monsieur. au revoir. La PHM et les médecins et infirmiers libéraux prêtent main forte à la 60aine de marins-pompiers mobilisés sur ce vaccinodrome, à l'heure où le SDIS des Bouches-du-Rhône annonce suspendre la vaccination de son personnel. En effet, 2 jours après l'injection du vaccin AstraZeneca, l'un des sapeurs-pompiers aurait fait un malaise cardiaque. Interrogé à ce sujet, le médecin-chef du bataillon des marins-pompiers de Marseille ne montre pas d'inquiétude particulière. Pas de souci particulier actuellement avec... on a des réactions vaccinales comme on les a avec les autres. Rien qui vous inquiète particulièrement. Non. L'AstraZeneca nous paraît, à nous, être tout à fait un bon vaccin. Correct. Pour ce qui nous concerne, à nos agents, nous vaccinons avec de l'AstraZeneca. Donc nous n'avons aucune restriction sur ce sujet-là. Et je rappelle que tous les Anglais ont été vaccinés avec l'AstraZeneca. Aujourd'hui, 500 marins-pompiers de Marseille ont été vaccinés sur plus de 2200. Alors Eric, sauf qu'entre-temps, depuis le tournage de ce sujet, Emmanuel Macron a pris la parole.
Nombreux pays ont suspendu aussi l'utilisation de ce vaccin et donc nous aussi. Je voudrais vous montrer le communiqué des pompiers marseillais qui donc explique pourquoi ils suspendent évidemment la vaccination, ont suspendu la vaccination de leur personnel. Voilà, vendredi matin, un sapeur-pompier a fait un malaise cardiaque au cours de sa garde qui a nécessité son hospitalisation. Alors, pour vous la faire courte, en fait, il y a une suspicion de réaction au vaccin. Ce qu'on rappelle, c'est qu'à Marseille, il y a le bataillon de marins-pompiers qui est indépendant du SDIS. Voilà pourquoi le chef du bataillon de marins-pompiers lui dit continuer. Donc voilà, les pompiers ont arrêté. La vaccination s'est poursuivie une partie de la journée et donc ce soir, eh bien, on est en haro complet sur AstraZeneca. Oui, c'est un peu la cacophonie quand même, je dirais, ce soir autour d'AstraZeneca. Alors c'est vrai qu'après le Danemark et la Norvège, l'Allemagne avait décidé de suspendre la vaccination avec AstraZeneca et donc cette prise de parole d'Emmanuel Macron qui dit il faut attendre jusqu'à demain après-midi l'avis de l'Agence européenne du médicament pour savoir si on continue en France de vacciner avec de l'AstraZeneca. J'ai dit cacophonie un peu politique parce qu'il y a quelques heures seulement, Jean Castex, le Premier ministre, dans une interview, expliquait lui qu'il avait confiance dans le AstraZeneca. Quelques heures plus tard, le président de la République dit il y a un doute, on suspend. Alors on sait qu'en France, on a le fameux principe de précaution, mon cher Nicolas, qui est inscrit dans la Constitution, donc on ne prend pas de risque évidemment avec la santé des Français, ça peut se comprendre. Mais à mon avis, il y a deux points majeurs qui vont voir le jour après cette décision du président de la République. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont été vaccinés une première fois, une première dose avec de l'AstraZeneca. On leur dit il n'y a aucun risque, on leur fait passer des examens pour vérifier qu'il n'y a pas de thrombose possible, puisque quelques caillots de sang ont été repérés ici et là chez des gens qui auraient mal réagi à l'AstraZeneca. Donc que dit-on aux gens qui ont été vaccinés une première fois par l'AstraZeneca? D'autant que si demain l'Agence du médicament européen répond défavorablement, on ne saura pas trop quoi faire. Et puis la deuxième question qu'on peut se poser ce soir, c'est on sait qu'il y a une acceptabilité au vaccin en France qui était revenue à des niveaux corrects. On avait demandé d'ailleurs avec insistance au personnel soignant de se faire vacciner. Est-ce que l'acceptabilité du vaccin, si l'AstraZeneca devait être empêchée, va être la même en France? C'est un vrai sujet. Et puis, comme on n'a pas vraiment beaucoup de doses de Pfizer, l'AstraZeneca, c'était la façon de vacciner plus de gens. S'il est suspendu, même si le Johnson & Johnson est autorisé, si l'AstraZeneca est suspendu, alors on va se retrouver de nouveau dans une pénurie de vaccins. Voilà. On devrait pouvoir en parler dans quelques instants avec Raphaël Gigliotti, qui est trésorier du syndicat des pharmaciens dans les Alpes-Maritimes, d'autant qu'au départ, on avait choisi d'évoquer ce thème-là sur le fait qu'il y a une pénurie déjà de vaccins. Donc, du coup, Eric, avant qu'on puisse le rejoindre, on était en train de me parler dans l'oreillette, qu'est-ce qu'on attend maintenant comme feu vert? C'est l'Europe, c'est ça qui Voilà, c'est l'Agence européenne du médicament qui se réunit demain après-midi et on devrait en savoir plus. Est-ce que cet AstraZeneca représenterait même à la marge des dangers potentiels? Est-ce qu'il y a une contre-indication plus forte? C'est l'Agence européenne du médicament qui le dira demain après-midi. Mais est-ce que ça valait le coup? Je pose la question. Est-ce que ça valait le coup de suspendre les vaccinations sur une demi-journée au risque, encore une fois, de voir l'acceptabilité à la vaccination diminuer dans notre pays? C'est un vrai sujet. Et je le répète encore une fois, Jean Castex, il y a quelques heures, le Premier ministre, disait toute sa confiance dans le vaccin AstraZeneca. Donc, est-ce que le président de la République a eu d'autres informations plus alarmistes, plus alarmantes? On ne sait pas. En tout cas, quelques heures de suspension et on verra ensuite si l'Agence européenne du médicament donne son feu vert, définitif ou pas d'ailleurs, à la vaccination AstraZeneca. Bonsoir Raphaël Gigliotti, merci d'être avec nous en direct, trésorier du syndicat des pharmaciens dans les Alpes-Maritimes. Alors, on va parler de ce vaccin AstraZeneca avec la raréfaction aussi des doses pour les officines qui étaient autorisées à partir d'aujourd'hui à vacciner. Vous allez nous en dire un mot. Mais est-ce que vous êtes surpris par cette suspension qui va vous handicaper parce que vous vacciniez avec du AstraZeneca? Est-ce que vous êtes surpris?
Oui, je suis très très surpris parce qu'on a passé à peu près tout le week-end et même la semaine dernière à faire énormément de pédagogie sur le sujet et on se retrouve avec cette annonce qui apparemment va durer 24 heures si on a bien compris. Tous les professionnels de santé, je pense que vous allez interroger, vont être d'accord avec moi pour vous dire qu'il n'y aura pas d'autre solution que de toute façon remettre ce vaccin très prochainement sur le marché. Bon ben voilà, on applique un principe de précaution parce que probablement il y a des enjeux politiques que nous, professionnels de santé, on a du mal à cerner. Et puis, tant pis, on applique et on suivra comme il se doit. Alors justement, racontez-nous un petit peu comment vous étiez organisé, parce qu'on parlait d'un seul flacon de 10 doses pour les officines, avec en plus un système d'alternance avec les médecins, c'est-à-dire une semaine pour les pharmacies, une semaine pour les médecins. Quoi qu'il arrive, tout ça pour dire que très peu de doses en fait, étaient disponibles. Oui, alors pour cette semaine, vu qu'on on fait partie de ces 15 départements qui ont été ciblés, nous avons reçu dans chacune des officines un flacon de ce vaccin AstraZeneca, donc un flacon qui contient 10 doses, donc uniquement pour les 15 départements ciblés dont on fait partie. La semaine prochaine, il est prévu qu'on reçoive 2 flacons supplémentaires, donc ça c'est toujours d'actualité normalement. Et cette semaine, donc entre lundi et mercredi, nous sommes en train de passer les commandes pour justement la semaine prochaine, et cette fois-ci c'est à destination des médecins, et uniquement à destination des médecins, puisqu'on nous a déjà signalé que cette fois-ci il n'y aura pas de commande pour les pharmaciens. Voilà, donc c'est un système finalement assez primaire, parce que un coup c'est vous, un coup c'est les médecins. Aujourd'hui, est-ce que vous, du coup, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez eu les fournisseurs? Est-ce que on vous a dit, ou l'ARS peut-être, qui vous a dit on va interrompre les processus pendant un moment? Non, alors je vous dis pour nous c'est d'autant plus une surprise que l'information nous l'avons eue via les médias et via nos patients. Donc pour l'instant ni l'ARS, ni les ordres, ni le ministère de la Santé n'a communiqué sur le sujet. Malgré tout, on n'est pas les oreilles bouchées, donc on applique la consigne qu'on a entendue à l'intérieur des informations, on suspend la vaccination. Mais Raphaël Gigliotti, ce que vous nous dites ce soir, c'est que officiellement, vous n'avez pas été prévenu par l'administration de la santé ou pour un quelconque pouvoir de la suspension de ce vaccin. Si vous n'aviez pas prêté attention à ce qui a été dit, vous ne seriez pas au courant que l'AstraZeneca est suspendu. Je vous le confirme, on a plusieurs groupes qui sont des groupes informels de communication, et là-dessus, effectivement, on a eu cette information ou via des patients, mais officiellement parlant, on n'a toujours pas de reçu de DGS urgent ou de communication du ministère pour nous signaler cette interruption. Mais alors, je vais vous poser une question un peu d'ordre juridique, parce que ça me semble important pour le syndicat que vous représentez. Si certains pharmaciens n'ont pas eu cette information et continuent de vacciner avec l'AstraZeneca ce soir ou demain matin, qu'est-ce qu'ils risquent? Parce que là, ils s'exposent à un risque puisque la suspension a été actée. Je l'entends totalement, et c'est pour ça que je le signale aussi sur votre antenne. Nous, on va faire le maximum de communiquer auprès de nos adhérents, mais aussi à l'ensemble des pharmaciens sur cette suspension. Voilà, mais bon, j'imagine que ça va arriver. Mais comme depuis le début de la crise, beaucoup de décisions sont prises sans même que nous, professionnels de santé, personne sur le terrain, soyons mis au courant. Et c'est assez incroyable. Une dernière question, comment ont réagi vos patients, enfin vos clients? Est-ce que d'ores et déjà, ils vous ont manifesté un ras-le-bol? Très clairement, ils sont perdus. J'en ai qui comprennent pas, ils comprennent pas toutes ces marques, ces vaccins, ces différences. Donc encore une fois, on fait de la pédagogie, on parle énormément, on reçoit des appels, des annulations. Donc voilà, on est en train de gérer la première ligne et les discussions avec ces patients, que ce soit nous, les médecins, les infirmiers, enfin voilà, en ensemble. Est-ce que vous avez des appels, Raphaël Gigliotti, est-ce que vous avez des appels ce soir de personnes qui ont été vaccinées une première fois avec une première dose AstraZeneca et qui donc s'inquiètent pour leur propre sort puisqu'on suspend aujourd'hui la deuxième dose? Alors moi personnellement j'en ai pas eu, mais j'imagine très bien les personnes que j'ai pu vacciner ce matin, puisque nous avons vacciné une dizaine de personnes ce matin ça a commencé vers 11h jusqu'à 16h, donc voilà, ces 10 personnes que j'ai pu vacciner doivent être dans une espèce de stress, parce que
on s'imagine bien que tout ce qui peut se passer au niveau médiatique et tout ce qu'on entend, ça peut être compliqué pour eux. Donc voilà, je voudrais déjà, s'ils m'écoutent ou si d'autres personnes m'écoutent, les rassurer sur ce vaccin. Je suis persuadé que c'est un très bon vaccin, qui aura très peu d'effets et que d'ici 24 heures, tout sera remis sur les rails et que cette décision est éminemment politique. Une question pour terminer, parce que le vaccin AstraZeneca, il faut 2 injections ou une seule ? Pour l'AstraZeneca, il faut bien 2 injections, une première et un rappel. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, ça aura lieu dans 3 mois normalement. Voilà, ça peut poser un problème. Non, mais je parlais de cacophonie, là on est en plein dedans. Là, c'est quand même une cacophonie absolument hallucinante. C'est-à-dire que les professionnels ne sont pas au courant qu'ils doivent suspendre. Enfin, c'est les clients qui les informent. Merci beaucoup en tout cas, Raphaël Gigliotti, et bon courage à vous. Je rappelle que vous êtes trésorier du syndicat des pharmaciens dans les Alpes-Maritimes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Voilà, c'est édifiant, effectivement. Alors, est-ce que là, ils n'ont pas encore été pris de court par le président de la République qui décide seul parce que, après coup, l'ARS, peut-être, elle aussi, était devant sa télévision et a découvert, en même temps que nous, la décision du président. Oui, mais d'accord, mais en bout de chaîne, c'est quand même nous qui sommes en bout de chaîne, ceux qui doivent se faire vacciner ou qui ont été vaccinés par l'AstraZeneca. Donc, que ce soit une décision jupitérienne ou que ce soit une lenteur administrative, dans tous les cas de figure, ce que je retiens, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que les professionnels de santé, les pharmaciens qui sont autorisés donc à vacciner maintenant, n'étaient pas au courant de la suspension de ce vaccin. Donc vous pouvez aussi avoir des gens qui vont se retourner contre des praticiens, qui vont les vacciner parce que ces praticiens n'auront pas été tenus au courant du fait que l'AstraZeneca était suspendu. Enfin, on est quand même dans une situation complètement dingue. Alors une autre information qui va vous plaire, Eric, est une information qui d'ailleurs, a priori, n'en est pas une. Dans le Var, hier, une centaine de vaccins auraient été gaspillés en raison d'une panne électrique. C'est un journal satirique local qui a sorti cette info. Et la ville de hier a choisi de répondre à cette polémique au micro Var Azur de Thomas Bernabé. Si la vaccination s'accélère selon les élus locaux, voilà que le site satirique Le Gabian Déchaîné a jeté un pavé dans la mare la semaine dernière. Une centaine de doses de vaccins auraient été gaspillées par le centre de vaccination du Forum du Casino de hier. En effet, un problème électrique aurait contraint les équipes à jeter plusieurs flacons du liquide tant désiré. Pour Fabrice Verber, directeur général adjoint des services, ce phénomène n'est pas un couac, mais démontre plutôt la bonne préparation de la commune. La commune, quand elle a ouvert son centre de vaccination, s'est dotée d'outils spécifiques. Exemple, un réfrigérateur avec un enregistrement de température qui nous a permis, avec ce dysfonctionnement, de constater que la température était trop élevée et qu'on ne pouvait plus utiliser ces vaccins. Donc, par mesure de précaution, on a retiré ces doses, on les a remis aux services hospitaliers qui, eux, sont rentrés en lien avec Pfizer. Et, dans le même temps, on a récupéré de nouvelles doses. Donc l'objectif, c'était pour nous de ne pas annuler de rendez-vous, ce qui a été fait. Donc très tôt le matin, on a rendu des doses que l'on ne voulait plus utiliser pour récupérer de nouvelles doses. Ça a été totalement transparent pour les personnes qui avaient pris des rendez-vous sur Doctolib. Transparent pour les patients voulant se faire vacciner. Selon le directeur général adjoint des services, environ 4500 personnes auraient déjà été vaccinées au forum du Casino de hier. Des vaccins Pfizer pour l'intégralité. Avec les couacs qui touchent le vaccin AstraZeneca, notamment ces dernières heures, il fallait tout de même rassurer la population qui fait le déplacement en nombre. Sur place, en effet, des personnes âgées venant de Soliespont ou encore de Toulon, car les créneaux de rendez-vous continuent de manquer sur Doctolib. Voilà, donc les vaccins ont bien été perdus, mais remplacés, et la campagne se poursuit. Oui, heureusement qu'on a eu affaire à des professionnels qui sont aperçus que la température avait remonté dans les frigidaires et que les vaccins en question n'étaient plus opérationnels, parce que là, vous pourriez avoir aussi un autre phénomène, c'est-à-dire des vaccins périmés ou plus en état, et on injectait peut-être des substances nocives à des gens qui venaient se faire vacciner contre la Covid-19. Les doses de vaccins n'ont pas été gaspillées, mais une panne électrique, ça arrive, et heureusement, effectivement, la réaction a été rapide, et les stocks compensés. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission de la crise de la Covid avec les restaurants notamment. Un an, hier, jour pour jour, que les restaurants sont fermés. Donc on est à un an et un jour. On est donc allé, et on verra ensemble tout à l'heure, dans les restaurants, voir comment ils tenaient le choc. Mais d'abord, l'actualité judiciaire et le procès qui a démarré de Jean-Noël Guérini, l'ancien patron du département des Bouches-du-Rhône, audience
audience qui s'est ouverte ce matin au tribunal de Marseille. Valentin Rodriguez. C'est donc ici au tribunal correctionnel de Marseille que le procès de Jean-Noël Guérini a débuté. Ce lundi matin, l'ancien président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est soupçonné de prise illégale d'intérêt pour avoir favorisé son petit frère Alexandre Guérini, 64 ans. 10 autres personnes sont également jugées après une enquête qui a duré plus de 10 ans. Jean-Noël Guérini avait été mis en examen en septembre 2011 pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, destruction des preuves d'un délit et association de malfaiteurs. L'actuel sénateur bénéficiera d'un non-lieu pour 3 de ses chefs d'accusation. Finalement, pour ce procès, la justice lui reproche d'avoir préempté un terrain à La Ciotat au profit de son frère en charge de l'exploitation d'une décharge. Écoutez justement la réaction de l'une de ces victimes de cette affaire, Jean-Pierre Fredon-Semer, l'un des anciens propriétaires de cette décharge. J'attends une justice déjà, parce que ça fait déjà, on va dire, presque 15 ans que ça dure. Au début, oui, il y a eu des pressions, mais bon, pas des pressions extraordinaires, mais il y en a eu un petit peu. Mais par contre, pour ma maman, des coups de fil anonymes le soir, alors quand même il y a 10 ans de ça, hein, il y a 10 ou 12 ans de ça, donc je vous parle de ça, c'est pas jeune. Ce qu'il y a, c'est que, bon, quand même un peu âgée, seule, nouvellement veuve, on lui téléphone en lui disant, bon... il faut vendre, il va y avoir des problèmes sinon, enfin, bref, voilà, ce genre de pression. Du coup, on nous a pris un terrain qui valait quand même de l'argent et je pense que ce serait quand même normal que l'on soit, entre guillemets, payé au juste prix. Jean-Noël Guérini est arrivé ce lundi matin au tribunal, visage fermé. Il n'a pas souhaité faire de commentaires à la presse présente. Le procès va durer 4 semaines, soit jusqu'au 9 avril prochain. Jean-Noël Guérini risque une peine de 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Et surtout, la menace d'être inéligible, et ce qui voudrait dire perdre son poste actuel de sénateur pour lequel il a été élu l'an dernier à l'âge de 69 ans. Voilà, Jean-Noël Guérini, figure de la politique marseillaise, qui est donc à la barre pendant toute la semaine. Oui, oui, un sénateur socialiste. Peut-être qu'on pourra, le moment venu, demander à Benoît Payan ce qu'il pense de ce procès, parce que l'audit a montré que les finances de la ville n'étaient pas au mieux après le règne de Jean-Claude Gaudin. Peut-être que M. Guérini, qui, je crois, a été candidat à un moment donné à la mairie de Marseille, si je me souviens bien, enfin, on vérifiera, mais ouais. Il a peut-être, voilà, peut-être que le maire actuel de Marseille, socialiste, pourra tirer un trait aussi sur ce passé-là, peut-être. Effectivement. On en vient à cette histoire sordide. Un homme qui a été arrêté après avoir brûlé son chien au 3e degré. On va en discuter dans quelques instants avec le président de la SPA de Marseille. Il va nous raconter les faits et surtout les suites. On voit ces photos terrifiantes du petit hibou qui a été retrouvé jeté dans une poubelle. Alors avant de rejoindre Xavier Bonnard, j'aimerais avoir votre sentiment, Éric. Bon, d'abord, c'est inhumain, et en plus, depuis plusieurs années, la justice ne plaisante plus. Ah ben non, la maltraitance animale, là, c'est même plus de la maltraitance, c'est de la torture sur un animal. Elle est évidemment très strictement encadrée par la loi. On risque des peines de prison, évidemment, et de fortes amendes. Mais quand on voit de telles images, enfin, c'est juste terrifiant qu'on puisse faire ça à un animal. Voilà, il y a des gens qui abandonnent leurs animaux, qu'ils attachent à des arbres. Il y a des gens qui amènent leurs animaux, malheureusement, avant de partir en vacances, dans des refuges de la SPA. Et puis, il y a des gens qui se livrent à de telles tortures. Espérons que l'enquête est en cours et qu'on retrouvera ce criminel. Alors, il a été... il est présumé, mais présumé innocent bien sûr, mais il a été interpellé. Bonsoir Xavier Bonnard, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez la SPA à Marseille. Vous pouvez nous raconter les conditions dans lesquelles vous avez retrouvé ce chiot et été alerté surtout de l'affaire? Alors oui, la SPA Marseille a été au courant via un voisin qui nous a dénoncé les faits. Et effectivement, nous avons envoyé des enquêteurs qui ont planqué la première journée pendant 6 heures
pour essayer de voir la personne qui possédait cet animal. Au bout de 6 heures, personne n'est sorti, donc ils sont revenus le lendemain. Effectivement, il y avait du bruit à l'intérieur de l'appartement, donc ils ont planqué. La police est venue, nous avons demandé une ouverture parquet qui nous a été refusée par manque d'éléments, mais à force de persuasion avec la police du 4e et du 5e arrondissement, l'enquête a fini par se conclure. Le lendemain, on y est retourné et malheureusement, on a eu un appel comme quoi ce petit chiot qu'on a surnommé Hibou a été retrouvé par des passants dans une poubelle. Une poubelle, je donne des détails, qui ne s'ouvrent pas. Hein, ce sont des poubelles où vous jetez à l'intérieur et le couvercle ne s'ouvre pas. Donc ils ont bataillé en entendant ce chien hurler à l'intérieur pour le sortir. Et ensuite, tout s'est mis en place. Hein, la fourrière municipale, on a récupéré le chien. On a la police du 4e et 5e arrondissement a interpellé l'auteur. L'auteur s'est fait passer pour un déséquilibré mental, donc il a fallu qu'il le mène dans un service spécialisé pour effectivement savoir s'il pouvait passer en comparution immédiate ou pas du fait de son état. Mais on s'est aperçu qu'une fois que le médecin a diagnostiqué que cette personne était viable pour passer devant un tribunal, eh bien ce monsieur a pris la fuite. S'est échappé de ce service-là, mais c'est sans compter sur notre police nationale de Marseille, et plus précisément du 4e et 5e arrondissement, qui sont arrivés à le localiser. Alors je ne peux pas vous dire comment, mais ils sont arrivés à le localiser, à l'encercler dans un squat, car ce monsieur en avait profité le temps de sa cavale de se raser la tête pour pas qu'on le reconnaisse. Et se dissimuler, mais la police l'a encerclé, l'a interpellé, l'a mené en comparution immédiate, et à ce moment-là, la SPA et d'autres structures se sont montrées partie civile, et donc le procès a lieu le 8 avril à 8h du matin au tribunal de Marseille. Mais vous savez très bien que le président du tribunal lit son casier judiciaire avant même de le juger. Et ça a été un peu notre étonnement au tribunal quand il a énuméré toutes les choses qu'il avait sur son casier judiciaire, qui étaient carrément des crimes et des délits auxquels on ne se doutait pas du tout, mais c'est tellement énorme. Donc on imagine que la justice sera on ne peut plus sévère avec lui. Juste une question sur l'état du chiot ce soir, Xavier. Il a 3 mois, brûlé à 80%. Comment va-t-il ? Alors, c'est un chien qui n'est pas sorti d'affaire. Hein. Il a été brûlé à plus de 80%. Vous voyez, les lésions qu'il a sur son corps, il est brûlé au 3e degré. Hein. Ça a touché le derme, l'épiderme, etc. Il a un œil crevé. On a dû l'énucléer, donc lui enlever l'œil il n'y a pas longtemps. Il est dans un état qui n'est pas encore stable. On ne peut pas dire qu'il est stable. Il va mieux, mais il n'est pas encore stable. Donc, on est très vigilant. Il faut savoir que nos vétérinaires à la SPA de Marseille pratiquent sur lui 5 à 6 fois par jour des pommades et des gaz, pour l'apaiser déjà de sa douleur et pour lui mettre un peu de gras. Ce chiot-là, malheureusement, nous avons fait une cagnotte litchi sur la page Facebook de la SPA de Marseille. On en remercie les donateurs, vraiment les Marseillais et autres qui ont participé. Il faut savoir que si la cagnotte dépasse nos espérances, on pourra soigner également d'autres chiens qui ont été maltraités. Tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit rendue. On a pu voir que le parquet de Marseille, le procureur, dans sa démonstration d'arguments, la cause animale apparemment lui tient à cœur, et ainsi que le juge qui a prononcé son placement en détention jusqu'au 8 avril, on peut voir que le tribunal de Marseille ne rigole pas avec la cause animale. Oui, ça c'est sûr. Un animal comme ça, c'est que c'est volontaire. Ouais. Eric a une question pour vous, Xavier Bonnard. Est-ce qu'on sait, pardonnez-moi, mais comment s'y est pris ce criminel pour mettre cet animal dans cet état ? Comment est-ce que ça a pu se produire ? Est-ce qu'il a donné non pas des détails, mais enfin, on n'arrive pas à comprendre comment on peut brûler à ce point-là un animal vivant. On sait comment il s'y est pris ? Alors, oui, nous savons exactement comment il s'y est pris, mais pour les besoins de l'enquête, je ne peux pas vous révéler ça. D'ailleurs, je ne veux pas donner d'idées à d'autres personnes. On sait comment il a fait pour brûler cet animal à ce niveau-là, mais c'est un détail de l'enquête auquel il va devoir répondre devant le tribunal, puisque nous, on a identifié comment il a fait ça, on a identifié des arguments et des choses que nous avons besoin à son domicile avec la police.
Je ne peux pas vous le dire par interview parce que je ne veux pas qu'il se prépare à sa défense sur ça. Mais dites-vous qu'on a les témoignages des voisins qu'ils ont reconnu cette personne, qu'ils ont reconnu le chien, qu'ils l'ont reconnu sur photo. On a quand même beaucoup d'éléments, que ce soit la police municipale ou nationale de Marseille avec le parquet qui a fait un travail exceptionnel. Enfin, on a tout pour faire condamner ce monsieur. Et vous savez bien que si ils l'ont mis en détention maintenant, c'est qu'il va certainement prendre de la prison ferme. En tout cas, moi, je vais plaider au tribunal pour l'ASP de Marseille et pour ce petit chien. Et je vous garantis que je vais demander de la prison ferme. Je vais demander qu'il ait l'interdiction à vie de détenir un animal et tout ce qui va avec. On doit faire un exemple de ce barbare. Merci beaucoup Xavier Bonnard. On vous souhaite bon courage. On se reparlera dans cette émission parce que là on est pris par le temps, mais pour évoquer un peu les conséquences de ces confinements aussi. Est-ce que justement les actes de violence ont augmenté, les abandons? Vous reviendrez très prochainement. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et on rappelle que sur la page Facebook de la SPA Marseille, cette cagnotte Litchi pour venir en aide à Hibou, et si l'objectif est dépassé, eh bien vous aiderez d'autres animaux maltraités. Merci Xavier et à très bientôt. Bon voilà, on sent la détermination de Xavier Bonnard et apparemment de la justice marseillaise également. Avant d'évoquer l'occupation des théâtres, il y en a au moins 2 ou 3 dans notre région. Je voudrais qu'on célèbre ce triste anniversaire, les 1 an de la fermeture des restaurants. C'était il y a 1 an et 1 jour. Emmanuel Macron et Édouard Philippe surtout annonçaient la fermeture des bars et des restaurants. Ils n'ont eu qu'un petit répit de 4 mois sur les 12 qui viennent de s'écouler. Nous sommes allés les rencontrer notamment pour leur parler de ce protocole qui est sur la table, aller se restaurer à l'aide d'un QR code. Claudia Olivier à Nice. Un QR code pour montrer patte blanche à l'entrée des restaurants. Ce nouveau protocole est en discussion et pourrait permettre d'entrevoir la possibilité d'une réouverture. Raymond, restaurateur sur le cours Saléya, lui, n'est pas convaincu. Je pense que le QR code, l'idée, elle est bonne, mais c'est un outil qui n'est pas adapté à la consommation et au rapport entre le client et le commerçant. Si dès que quelqu'un arrive, vous lui dites non, vous n'avez pas le QR code, je ne peux pas vous servir, c'est une sorte de discrimination qui va tourner à la dispute. Il y a 1 an pile, Raymond n'a pas eu d'autre choix que de passer à la vente à emporter. Aujourd'hui, il préférerait que le gouvernement autorise la réouverture des terrasses. Nous, on est prêt à respecter tous les protocoles. Il est hors de question de ne pas respecter le protocole. C'est notre responsabilité en tant que restaurateur pour la clientèle. Donc je pense que du moment où on suit tous les protocoles qui nous sont indiqués, on pourrait au moins utiliser les terrasses dans un premier temps. Ce qui nous permettrait, même en enlevant des tables, comme la dernière fois, d'avoir un espace. La mise en place d'un QR code relié à l'application Tous Anti-Covid ne fait pas non plus l'unanimité chez les Niçois. S'il faut maintenant présenter tout un tas de certificats, dont son certificat de vaccination, son QR code et ainsi de suite, moi ça ne m'intéresse plus du tout. Je trouve ça que c'est bien. Au moins je suis rassuré, je sais que les gens ne sont pas cas contact, qui n'ont pas le Covid. Et je trouve que c'est une solution à tout ça. C'est une bonne idée, je sais pas. Moi mon avis ce serait que si c'est pour qu'on ait tous une vie à peu près normale, je suis pour, mais s'il y a d'autres systèmes pour remédier à ça, je suis pour aussi. Cette mesure viendrait compléter le protocole déjà très strict, 1 mètre de distance entre les tables, pas plus de 6 convives par client. Sur l'année qui vient de s'écouler, les restaurants sont restés fermés 8 mois et la profession ne voit pas le bout du tunnel. Avec le QR code, avec le protocole qui était déjà en place, distanciation, mise à disposition des gels hydroalcooliques ou séparation par plexiglas, ça dépend les établissements, ça dépend l'espace qu'on a. Je pense qu'on peut reprendre rapidement notre activité, mais maintenant, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé la semaine dernière que les aides financières seront versées au moins jusqu'à la fin avril. Les représentants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'entretiendront cette semaine avec le gouvernement pour obtenir une date précise de réouverture. Voilà 1 an, Eric.
Oui, ça doit être dur quand même moralement pour la profession. Oui, non, mais il faut le dire que c'est dur moralement pour la profession, mais c'est aussi dur pour les clients que nous sommes, parce que voilà, nous, on était confinés ce week-end, on a l'impression de tourner un peu en rond. Alors, on voit bien qu'un certain nombre de mesures que certains trouveront contraignantes sont en train, à pas de loup, de se mettre en place. On parle de ce QR code pour les restaurants. Le commissaire européen Thierry Breton a fait progresser l'idée d'une sorte de passeport vaccinal, vous voyez. On voit bien qu'on ne sortira pas indemne de tout ce qui est en train de se passer. Et peut-être que si on nous dit que cela, c'est derrière nous, peut-être qu'on acceptera des choses qui nous semblent totalement impossibles et qui nous semblaient totalement impossibles il y a un an, puisqu'on faisait ce point sur la restauration il y a un an. C'est incroyable ce qu'on a parcouru comme chemin. Effectivement. Vous vous souvenez, Eric, en fin de semaine dernière, de ces coups de poignard reçus par un adolescent de 16 ans à Nice. Eh bien, dimanche, on a peut-être échappé aux pierres. Vous voyez ces images qui ont été tournées jeudi soir dernier. On a peut-être échappé aux pierres ce dimanche vers 17h30. Une bande a été repérée dans le même quartier, aux alentours de la place, armée de bâtons, une vingtaine d'individus. Des revendications apparemment sur les réseaux sociaux selon Nice Matin, et une dizaine d'entre eux a été interpellée. Il y a eu quelques dégradations sur les voitures et les scooters. La police a donc stoppé le mouvement, mais voilà, les riverains qui ont été témoins de ce mouvement de foule ont quand même été assez impressionnés. Donc il y avait peut-être là une idée de revanche et de suite dans les idées après ce coup de poignard. Oui, on s'en souvient, on avait vu ces images terribles. On avait évoqué, vous vous en souvenez peut-être, la piste d'un règlement de compte sur fond de stupéfiants ou de trafic de drogue. A priori, d'après nos informations, ce serait plutôt des vols de scooters qui auraient occasionné ce règlement de compte. Voilà. Maintenant, on n'a peut-être pas de nouvelles de l'état de santé de ce jeune garçon de 16 ans. On ne sait toujours pas s'il est sorti de l'hôpital ou si ses jours sont en danger. Non, pour l'instant, très peu d'informations. Les théâtres, à présent. Le monde de la culture, lui aussi, frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Des mouvements d'occupation qui ont démarré à Paris se propagent en région. C'est le cas à Marseille, la scène nationale du ZEF qui est occupée depuis ce week-end. Manon Mujica. Ils en ont marre et ont décidé de le faire savoir. À Marseille, des professionnels du spectacle occupent la scène nationale du ZEF dans le 14e arrondissement. Jour comme nuit depuis vendredi, et ce pour une durée illimitée. Normalement, ça c'est les loges pour les artistes. Et là, on a établi un petit campement. On essaie de voir où on peut caler les gens pour essayer d'abriter les gens qui peuvent passer la nuit. Avec la pandémie et l'arrêt brutal des représentations, la précarité se creuse dans la profession. En un an, ce technicien structure n'a travaillé que 16 heures. Il s'inquiète pour son avenir. Le système intermittent, ça se passe que si tu ne fais pas tes heures, tu n'as pas de chômage l'année d'après. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est beaucoup à ne pas pouvoir travailler, donc on ne peut pas faire les heures qu'il nous faut pour atteindre le quota qui est demandé. Donc à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, le 31 septembre prochain, je passe au RSA. Ils sont directeurs artistiques, régisseurs ou encore musiciens. Tous ont répondu à l'appel national de plusieurs syndicats, dont la CGT Spectacle ou encore Synavi. Depuis quelques jours, les assemblées générales se succèdent dans ce théâtre. Au cœur des revendications, la prorogation de l'année blanche ou encore la réouverture des lieux culturels. Ils sont fermés depuis le 30 octobre dernier, sans qu'aucune perspective ne soit donnée par le gouvernement. Nous avons des préconisations sanitaires drastiques. Les gens sont masqués, le gel est à disposition. Nous pourrions réouvrir nos lieux, nous pourrions aller à la rencontre des publics. Malheureusement, ça fait un an qu'on est les pieds dans le ciment. Et c'est quand même très long pour un entracte, un an. Le mouvement initié à l'Odéon de Paris fait tache d'huile. À ce jour, une vingtaine de salles sont occupées à travers l'Hexagone. Demain, c'est devant la Criée que les manifestants se donneront rendez-vous. Voilà, donc des opérations de blocage menées à Marseille, mais également à Nice. Nous prenons d'ailleurs la direction du Théâtre national de la capitale azuréenne où nous attend Yann Rodriguez-Lopez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous représentez la coordination des intermittents et précaires de la Côte d'Azur. Depuis ce matin, vous occupez donc le Théâtre national de Nice. Vous y êtes toujours, vous avez prévu d'y rester combien de temps d'ailleurs ?
Alors, on y est toujours, mais d'abord, c'est absolument pas un blocage. Je vous ai entendu parler de blocage, c'est une occupation. À aucun moment, le travail à l'intérieur n'est perturbé. À aucun moment, nous bloquons l'activité. Ici, ça continue normalement. Juste, nous sommes là en occupation. Vous faites bien de le préciser parce que c'est vrai que la nuance est importante. Vous revendiquez plusieurs choses. La première, on reviendra évidemment sur l'ouverture des lieux culturels, etc. C'est l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui va rentrer en vigueur le 1er juillet prochain. Pour faire simple, en gros, il y a plus de 900 000 personnes en France qui vont voir leurs indemnités baisser. Et vous souhaitez donc que cette réforme soit purement et simplement abandonnée. Vous l'avez dit, c'est notre première revendication. On souhaite qu'elle soit abandonnée pour son deuxième volet et même le premier volet qui avait été déjà appliqué, on revienne aussi dessus parce que sinon c'est une perte drastique financière pour tous ceux qui sont déjà la tête au fond de l'eau. Il faut savoir que tous les syndicats patronaux, tous les syndicats de salariés se sont mis d'accord, c'est historique, pour dire qu'il ne faut pas appliquer cette réforme de l'assurance chômage, surtout pas maintenant dans un contexte de crise sanitaire et crise sociale totalement dramatique. Ouais, le calendrier, c'est ça qui vous choque aussi qu'en pleine période de crise sanitaire, alors que les lieux de spectacle ne sont toujours pas ouverts, qu'on puisse faire passer donc cette réforme ? Mais ce n'est pas que les lieux de spectacle, ce sont tous les intermittents de l'emploi, tous les CDDU aujourd'hui qui sont directement frappés. J'ai envie de dire, les intermittents du spectacle ont eu, et une partie du monde du spectacle a eu l'année blanche, mais tous les autres n'ont rien eu. Rien eu. Ceux qui ont le droit aux 900 € donnés par Elisabeth Borne, c'est des miettes et ils sont très très peu. Il y a plus de 2 millions de travailleurs en CDDU qui n'ont absolument rien, qui usent tous leurs droits chômage et qui se retrouvent bientôt au RSA, voire à la rue. Alors comment ça se passe depuis un an concrètement ? Vous venez de le dire, c'est des pertes progressives de revenus avec pour certains des revenus qui sont nuls. Mais c'est ça tout à fait, c'est-à-dire si ceux qui ont totalement usé tous leurs droits à l'assurance chômage, vu qu'il n'y a pas eu de prolongation pour eux de leurs droits, ils se retrouvent sans rien. Voilà. Alors il y a eu entre-temps, ceux qui pouvaient continuer, il y a eu des prolongations au mois par mois, au cas par cas, mais ce n'est pas une manière de vivre. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les intermittents du spectacle ont eu une année blanche et que d'autres qui ont des CDDU, qui ont une pratique d'emploi qui est exactement la même, ne puissent pas y avoir droit. Alors pour reparler très rapidement des lieux de culture pour les intermittents du spectacle, c'est plus de 20 000 emplois dans notre région, toute la région sud. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez ? Une date pour la réouverture des salles de spectacle et pas seulement, la reprise de l'événementiel finalement ? En fait, il faut une reprise, mais on parle d'une reprise qui ne soit pas partielle. On veut une reprise totale. Et à partir du moment où il n'y a pas de reprise totale, on veut des droits à la personne qui soient attachés. Il ne peut pas y avoir de réelle ouverture sans droits sociaux derrière. Donc, à partir du moment où on décide de rouvrir que les théâtres, que les salles de cinéma, qu'est-ce qu'on fait de tous nos collègues dans l'événementiel, tous les collègues dans les grands concerts, dans les festivals, qui eux ne pourront pas travailler de toute façon. On ne peut pas faire aujourd'hui un festival ou des feux d'artifice avec une jauge à 5000 personnes assises espacées. C'est juste impensable. Donc il faut des états généraux pour mettre en place cette ouverture, une ouverture qui soit coordonnée et des droits sociaux qui accompagnent jusqu'à la reprise totale de l'activité. Alors, pour en terminer, vous êtes actuellement au Théâtre National de Nice. Je crois que la directrice Muriel Mayette-Holtz vous a réservé un endroit et vous a reçu. Concrètement, vous comptez rester mobilisé combien de temps encore ? Jusqu'à ce qu'il faudra. A priori, il y a un rapport qui doit être rendu fin mars par la commission déléguée par notre ministre de tutelle. Mais on tiendra jusqu'à tant qu'on peut déjà, parce qu'il faut faire ce qu'on peut, et on tiendra jusqu'au bout. Donc vous avez prévu de dormir sur place et donc de rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'il le faut ? Effectivement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir pour ces précisions. Je rappelle que vous représentez donc la coordination des intermittents et précaires de la Côte d'Azur. Merci encore. Merci à vous. Les occupations de théâtre... Oui, on en parlait vendredi, on savait que ça allait se multiplier, voilà. Ça se multiplie. Marseille et Nice. Un petit commentaire sur les Césars, ça vous a beaucoup plu ? Oui, parce que vous faites référence à mon tweet qui a beaucoup fait parler ce week-end. Oui, moi j'ai été profondément choqué par ce que j'ai vu. Je veux dire, la cause des intermittents est bien plus grande
que le spectacle auquel on a assisté, me semble-t-il, en direct sur Canal+. Vous voyez, je ne vois pas en quoi une femme nue qui se met en guise de boucle d'oreille des tampax, le corps ensanglanté, fait avancer la cause des intermittents ou donne envie aux gens de retourner au cinéma. Moi, j'ai imaginé, mais avec beaucoup de naïveté, un peu de conservatisme, j'avais imaginé une grande célébration autour du cinéma, donner envie aux gens d'aller au cinéma, et pas ces messages politiques les uns derrière les autres qui, à mon sens, ne font pas du tout avancer le sujet. D'autant plus que quand même, on est dans un pays pour les gens de culture, comme pour les autres d'ailleurs, qui est extrêmement protecteur quand même socialement, où on a des amortisseurs sociaux qui sont financés sur le budget de l'État. Moi, je m'attendais à une grande fête et j'ai vu une collection de tracts politiques qui, à mon sens, ont provoqué le réflexe inverse. Si vous regardez les commentaires, si vous regardez les papiers qui ont été publiés, à part 2-3 phénomènes qui ont trouvé ça magnifiquement drôle et magnifiquement créatif, eh bien la plupart des gens ont été quand même choqués. Et je ne suis pas certain que ça puisse rapprocher, là, dans les semaines qui viennent, le public du cinéma français. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, n'y voyez pas de lien, mais on va passer aux décharges sauvages, mon cher Éric. Dans notre région, c'est un sujet qui commence à exaspérer les citoyens et donc les élus locaux. Grasse a décidé de dire stop. Reportage signé Alexis Ricard. Le maire de Grasse annonce la couleur, tolérance zéro contre les décharges sauvages. De plus en plus nombreuses ces dernières années dans la commune, 59% de plus entre 2018 et 2020. Effectivement, le ton monte aujourd'hui avec une démarche d'une tolérance zéro qui est affichée. Nous venons d'investir de manière importante dans des moyens technologiques qui nous permettent de lutter contre les dépôts sauvages. On a ouvert les déchetteries de manière supplémentaire, y compris le samedi. 6 jours sur 7, les déchetteries sont ouvertes et gratuites. Il n'y a pas de raison que des personnes viennent au pied des points d'apport volontaires, au pied des poubelles, jeter tout et n'importe quoi. La brigade de l'environnement est ainsi dotée de nouveaux matériels comme des appareils photo. Cachés, ils permettent d'immortaliser l'incivilité de jour comme de nuit. Les clichés serviront ensuite de preuve pour retrouver les auteurs. C'est le policier en charge de la brigade environnement qui choisit l'emplacement du dispositif. Il le met en place et il le laisse en place. Et c'est un appareil qui se déclenche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par rapport à des mouvements. Et le policier, avec une nacelle, vient, récupère la carte mémoire, l'amène au poste de police et vérifie une par une les photos qui ont été prises par l'appareil. Et c'est un appareil qui peut prendre environ 8000 photos. Particuliers mais aussi professionnels se rendent coupables de ces dépôts sauvages. Il y a des particuliers qui ne respectent rien et donc ils seront sanctionnés. Et des professionnels qui, chose encore plus choquante, arrivent à facturer leurs clients pour l'élimination des déchets. Et plutôt que de le payer à la déchetterie, le jettent dans le domaine public, dans la nature, dans un fossé, dans un parking ici où nous sommes. Nous avons eu des professionnels qui sont venus béner des bennes de gravats. Ils ont été attrapés par la police municipale, par les motards, que je félicite d'ailleurs. Et ils ont pris une amende, ces professionnels, de 1 500 €. Les amendes vont de 450 à 1 500 €. Moins cher, des déchetteries permettent de se débarrasser légalement de ces déchets. Bonsoir Guilhem Ricavi, merci d'être avec nous comme très souvent, directeur des rédactions du groupe La Provence. On va parler vaccin avec vous dans quelques secondes, mais peut-être que vous pourrez répondre à l'interrogation d'Éric, parce que je vous l'avoue, je n'ai pas su répondre. Est-ce que Jean-Noël Guérini, dont nous parlions tout à l'heure, a été candidat à la mairie de Marseille ? Il a été candidat, ou que je ne dise pas de bêtises, bien sûr, lors de municipales, je crois. J'ai un problème sur les dates. Mais il a bien été candidat. Bon, voilà. Oui. Je vous le confirme. Peut-être juste pour qu'on complète là-dessus ce que disait tout à l'heure Valentin, c'est quand même un procès important pour une figure de la gauche marseillaise qui joue gros finalement.
Oui, vous avez raison de le souligner, c'est une figure du Parti socialiste. Il était à la tête à la fois du département des Bouches-du-Rhône pendant des années, qui avait toujours été à gauche avec une manne financière importante dans cette institution, ce qui lui donne forcément du pouvoir. Et puis il était également à la tête de la fédération du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône, qui était l'une des plus grandes, l'une des plus importantes de France par le nombre d'adhérents et qui avait donc un certain poids réel dans les décisions prises au sein du Parti socialiste. Et donc forcément, Jean-Noël Guérini cumulait deux pouvoirs de taille au long de sa carrière, et il était d'ailleurs plutôt écouté et suivi par bon nombre de maires des Bouches-du-Rhône qui savaient l'intérêt qu'il y avait sans doute à se ranger derrière lui. 2008, vous avez raison, on me souffle dans l'oreillette que votre date était la bonne, mon cher Guilhem. Les vaccins, alors aujourd'hui 2 actus à Marseille, le vaccinodrome de l'Orange Vélodrome qui a ouvert ses portes, et puis cette annonce tonitruante des pompiers des Bouches-du-Rhône qui interrompent la vaccination au vaccin AstraZeneca. Peut-être est-ce un élément qui a fait pencher aussi la balance du côté d'Emmanuel Macron pour interrompre tout simplement cette vaccination AstraZeneca en France? Oui, c'est ce fameux principe de précaution derrière lesquels tous nos politiques se réfugient dès lors qu'il y a un risque ou une menace. On a bien vu ces derniers jours la crainte suscitée dans bon nombre de pays européens, l'Italie, le Danemark, la Finlande, où les réactions post-injection ont conduit les gouvernements à suspendre momentanément l'injection de ce fameux vaccin AstraZeneca. Et effectivement, l'épisode de ce jeune pompier volontaire à Arles qui a été aussi injecté et traité par ce vaccin avec des conséquences cardiaques assez lourdes, eh bien, ça a pesé sans doute dans la balance, principe de précaution, parce qu'au moment où on sait que les Français, pendant des mois, ont fait preuve de défiance à l'encontre d'un vaccin contre le coronavirus, forcément, faire prendre des risques, c'était quelque chose d'inenvisageable, et si on ne veut pas compromettre la suite de cette campagne de vaccination. Le plus simple, c'est peut-être de suspendre quelque temps, de valider expérimentalement et de ce qu'il en est du risque encouru, et de continuer pendant ce temps-là la vaccination avec du Pfizer ou du Moderna, qui sont les 2 vaccins a priori qui posent le moins de problèmes médicaux à ceux à qui on les administre. Guilhem, je ne sais pas si vous retiendrez le même mot que moi, mais on est quand même plongé dans une sorte de cacophonie tout de même. Cacophonie d'abord politique. Jean Castex qui affirmait il y a quelques heures qu'il n'avait pas trop de doutes, il fallait avoir confiance dans l'AstraZeneca. Bon, quelques heures plus tard, le président de la République interrompt la vaccination. Puis cacophonie aussi un peu administrative, parce qu'on avait un pharmacien au début de ce grand direct qui disait que personne ne les avait appelés pour leur dire qu'il fallait suspendre la vaccination AstraZeneca, et qu'ils avaient entendu ça par les médias. Le mot cacophonie vous va, ou il est un peu trop fort ? Non, il est peut-être même un peu trop faible d'ailleurs. Vous avez raison de souligner, Eric, parce que effectivement, soit il y a une menace réelle et il y a un besoin de se dire là, on arrête tout, le temps de valider, de voir ce qu'il en est vraiment, et ça nécessite une communication massive, notamment en direction des professionnels de santé, pharmaciens, médecins généralistes et puis gestionnaires de ces centres de vaccination. Soit effectivement il y a cette menace-là, soit cette menace au final n'est pas si importante, et à ce moment-là il ne fallait pas tout bêtement suspendre cette vaccination et se dire que oui, il y avait sans doute quelques effets induits, mais c'est le cas pour bon nombre de vaccins. Moi j'ai le souvenir de faire vacciner mes filles il y a quelques années, alors pas pour le Covid, mais tous les vaccins que l'on administre aux enfants provoquent bien souvent des réactions avec des syndromes grippaux notamment, de la fièvre, des douleurs, des courbatures, donc on le sait dès le départ, et ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs d'un point de vue médical, puisque ces réactions attestent justement de l'activation du système immunitaire du patient vacciné, et c'est en activant ce système immunitaire qu'on prépare les défenses lorsqu'une rencontre avec le vrai virus aura lieu. Donc effectivement, soit c'était quelque chose de vraiment grave et il faut communiquer largement là-dessus, et les professionnels de santé auprès des professionnels de santé les premiers, soit c'est pas mais là, grave. Guilhem, on parle de thrombose, on parle de caillots de sang, on parle de complications quand même un peu plus majeures. Mais si c'est pour reprendre la vaccination demain après-midi, on aura juste fait baisser l'acceptabilité de la vaccination chez les Français.
C'est exactement ça, cette défiance dont on parlait, qui était majeure, souvenez-vous. Il y a encore quelques mois, tout le monde s'inquiétait réellement. Les sondages disaient que peu de Français seraient vaccinés. La défiance va redevenir grande dans un contexte où, vous le savez, Eric, comme moi, puisque je vous vois très actif sur les réseaux sociaux, où là aussi, le complotisme, depuis des années, laisse entendre que la vaccination est dangereuse. Souvenez-vous quand même de ces discours alarmistes qui faisaient une corrélation entre les compteurs Linky d'électricité et de potentielles nanoparticules dans des vaccins qu'on voulait inoculer aux Français pour prendre le contrôle de leurs esprits. Il y a quand même un risque majeur, c'est un décrochage réel de la vaccination, sauf qu'en l'état, face à la pandémie de Covid, on n'a pas trouvé mieux pour le moment en tout cas. Merci Guilhem, tout ça c'est à lire évidemment demain dans vos éditions du journal La Provence. Je vais vous emmener au Groenland, enfin en tout cas 5 Toulonnais vont tenter de nous y emmener, mais avant cela un mot d'Ecoazur ce soir, puisque vous recevez le directeur Méditerranée de Verlingue. Oui, Verlingue qui est un réassureur dans le secteur, qui est un groupe assez considérable en France, qui a ouvert une antenne à Aix-en-Provence, qui vient de racheter le Marseillais Les Sautiers qui faisait de l'assurance dans le domaine du transport maritime. Et du coup, voilà une bonne nouvelle. Il y a des embauches à la clé de commerciaux et de collaborateurs. Et c'est ça qu'Adrien Dupéret m'expliquait. Voilà, et on va l'écouter puisque ce sont des bonnes nouvelles et des emplois à la clé. L'objectif est simple, nous voulons doubler de taille dans les 3 à 4 prochaines années. Et pour ça, en effet, nous avons recruté et nous allons continuer à recruter. Nous intégrons des collaborateurs au mois de mars, au mois de mai. Et puis, de manière extrêmement simple, nous allons continuer à recruter des collaborateurs avec des profils plutôt commerciaux dans un premier temps sur les années qui suivent. Et évidemment, nous allons continuer à grandir avec des équipes techniques et nous étoffer. C'est-à-dire plusieurs dizaines de collaborateurs d'ici 5-6 ans ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On a pour ambition de doubler de taille. Donc aujourd'hui, disons qu'on est 35. Si dans 4 ans, on se reparle et qu'on est 70, ce serait absolument merveilleux. Voilà, Ecoazur, juste après ce grand direct sur l'antenne d'Azur TV, à retrouver également en streaming sur nos applications, nos sites internet, évidemment. On va donc voyager, mon cher Eric, et vous allez voir que ce voyage-là est tout à fait exceptionnel. Bonsoir à vous, Pierre-Alexandre Ludwig, de la mission Nerivik. Alors, vous êtes 5 Toulonnais, vous avez l'intention de vous rendre au Groenland pour étudier l'impact de la pollution dans l'Atlantique. Mais ce qu'il y a de génial aussi avec votre projet, c'est que vous allez y intégrer les écoliers, notamment en quartier plutôt sensible de l'agglomération toulonnaise. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette mission Nerivik. J'espère que je le prononce bien. Oui, vous le prononcez bien. Alors effectivement, donc, notre mission est multiple. Donc l'objectif de la mission Nerivik, d'abord, c'est d'étudier la pollution plastique et également de réaliser des études océanographiques autour de l'océan Atlantique. Mais voilà, la particularité et l'originalité de notre projet, c'est qu'on veut profiter de cette expédition en fait pour intégrer dans l'équipage des jeunes des quartiers toulonnais. Donc pour cela, on va travailler avec une association qui s'appelle Le Rocher Oasis des Cités. Et puis comme vous l'avez dit, vous avez parlé également d'une école. On va travailler avec plusieurs écoles toulonnaises autour d'un programme qu'on a appelé le Petit Explorateur Nérivien, qui consiste en fait comme un espèce de jeu de rôle dans lequel les élèves vont pouvoir se mettre dans la peau d'un explorateur et embarquer avec nous. Et donc on leur enverra régulièrement des vidéos à travers lesquelles ils vont pouvoir découvrir plein de choses sur la navigation, sur les milieux qu'on va traverser et puis également sur les cultures qu'on va rencontrer. Alors eux vont suivre votre périple et les jeunes des quartiers vont embarquer avec vous dans le bateau ? Exactement. Alors l'idée, c'est pas qu'on embarque quelques jeunes qui partent faire une croisière avec nous, mais c'est qu'ils soient vraiment intégrés à l'équipage. Donc déjà lors de la préparation, qui puissent nous aider à trouver les sponsors, à nous aider dans la communication, nous aider dans les travaux qu'on va devoir réaliser pour préparer le bateau. Et puis après, en fait, ils vont nous rejoindre par petits groupes sur différents parties du village. L'idée, voilà, c'est vraiment qu'ils fassent partie intégrante de l'équipage, qu'ils puissent être formés pour pouvoir participer à la vie à bord, pour pouvoir participer à la navigation, mais également que ça puisse être un moment pour eux, pour qu'ils puissent prendre du recul par rapport à leur vie dans la cité, qui voilà, est une vie assez difficile,
et que ce soit comme une rampe de lancement en fait pour permettre à ces jeunes-là qui souvent ont peu d'opportunités pour rêver au sein de leur vie de tous les jours, pour qu'ils puissent prendre du recul et confrontés à une nature belle et sauvage, confrontés à une vie fraternelle qui est la vie d'un équipage, et qui puissent pouvoir en fait à nouveau rêver leur vie avec les rêves que tous les jeunes partagent, qu'ils soient issus d'une cité ou d'un autre milieu plus favorable. Alors voilà pour l'aspect social, on l'a vu, l'école aussi va vous suivre. Et il y a un aspect scientifique, c'est-à-dire que vous y allez pour faire aussi des relevés d'océanographie physique et des études de biologie marine. Donc là, c'est votre domaine, mais il y a aussi cette dimension très scientifique. Notre Donc là, on est en partenariat avec plusieurs instituts scientifiques qui justement en fait sont heureux de pouvoir profiter de notre disponibilité, puisque réaliser des études scientifiques en mer, généralement ça nécessite de devoir affréter des bateaux qui coûtent très cher. Généralement un bateau de recherche c'est 50 000 € la journée. Nous on leur propose ce service gratuitement, et puis surtout on a une mobilité qui est autorisée par le fait qu'on puisse se déplacer en voilier. On va pouvoir et on veut atteindre en fait des lieux qui sont difficilement accessibles, notamment dans le Grand Nord, des lieux dans lesquels il y a peu de données, donc que ce soit des données sur la salinité de l'eau, sur la température, qui permettent de voir comment évoluent en fait les courants marins en fonction de l'évolution du changement climatique, et puis aussi des données sur l'évolution des populations de plancton. Une dernière chose, quand espérez-vous partir, parce qu'il faut boucler les financements, et pourquoi Nerivik ? Alors, on compte partir fin octobre, puisque ça sera la période la plus propice pour pouvoir traverser l'Atlantique ensuite et pour pouvoir atteindre le Groenland. Et alors Nerivik, c'est vraiment fortement lié avec notre désir de partir dans les zones polaires, puisque dans la mythologie inuite, Nerivik est la mère des flots. En fait, c'est celle qui fournissait la nourriture au peuple inuit, et donc c'est la patronne là-bas des chasseurs et des pêcheurs. Est-ce que, je vais vous faire une petite question un peu piège, est-ce que vous connaissez la capitale du pays inuit au Canada? Iqaluit, oui. Au nord du 60e parallèle. Je ne sais pas si vous irez de ce côté-là. Ah, au Canada. Non, je ne connais pas. Bon, c'est pas grave. Vous savez que c'est le seul peuple qui est Kirkoum polaire, en fait, qui fait le tour de la Terre, parce qu'il y a des Inuits un peu partout dans le pôle Nord. Il y en a au Canada, il y en a en Russie. C'est le seul peuple qui fait le tour de la Terre. Je pense que je ne sais même pas si on peut parler d'un seul peuple, mais d'une multitude de peuples, puisqu'il y a beaucoup de cultures justement qui font ce tour entre les peuples qui sont au nord de la Sibérie, plutôt éleveurs de rennes, et puis ceux qui sont au Groenland, plutôt chasseurs. Mais effectivement, on a souvent tendance à penser que, comme en Antarctique, où une zone qui est totalement inhabitée et inhospitalière, effectivement, le Grand Nord, lui, est habité par l'homme et anthropisé. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Alexandre Ludwig. On va suivre avec vous l'avancée des travaux. On essaiera d'aller rencontrer, évidemment, les jeunes que vous allez embarquer et les écoliers. Et puis, on sera là en octobre pour le grand départ. Merci beaucoup, Bravo. Mission Nerivik. Il y a un site internet, d'ailleurs, sur lequel on peut se renseigner sur cette belle mission. Bravo à vous. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. Merci de nous accueillir. Éric, c'est la fin de cette émission. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien sûr, oui. On se retrouve évidemment avec bonheur demain. Avec demain. Enfin, avec vous et avec bonheur. Oui, normalement, notre invitée politique, ce sera Sophie Cluzel, la secrétaire d'État qui est candidate au régional dans notre région. Elle portera les couleurs de la majorité présidentielle. Bonne soirée à vous. Merci à Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Théo Sarfati, Fabrice Justo, Philippe Caudet, Stéphanie Mossman, bien sûr. Bonne soirée. À demain.